Énergie alpine, une émission de Radio Zinzine. Le 19 septembre 2013, Radio Zinzine a pu suivre une conférence fort instructive intitulée « La transition énergétique ». Elle a eu lieu à Simiane-Collongue, près de Gardanne, dans les Bouches-du-Rhône, organisée par la mairie et par le collectif Vigilance Gaz de Gardanne et du Pays d'Aix. Dans son introduction, Rémi Carodano, président de ce collectif, a résumé l'objectif de la soirée. Il ne suffit pas d'être contre les gaz de schiste, faut-il encore identifier les alternatives énergétiques possibles. Le maire de Simiane-Collongue et son adjointe responsable pour les questions d'énergie ont raconté les efforts entrepris par sa commune, notamment pour mieux isoler les bâtiments communaux et pour réduire l'éclairage public. Ensuite, la parole a été donnée à Pierre Leroy, maire de la petite commune de Puy-Saint-André, qui se trouve près de Briançon, dans les Hautes-Alpes. Il est également vice-président de la communauté des communes du Briançonnais. Il a pu réaliser, en 5 ans, depuis son élection en 2008, une série impressionnante d'installations d'énergie renouvelable. Écoutons donc Pierre Leroy. On est quand même sur un territoire qui a un potentiel exceptionnel, avec énormément de possibilités. Et je pense qu'au niveau local, tout est possible. Des choses qui semblent incroyables sont réalisables. Donc c'est pour ça que je suis là ce soir. Donc je suis Pierre Leroy, je suis maire de la commune de Puy-Saint-André. C'est un tout petit village de 500 habitants. Et donc je suis vice-président de la communauté de communes au développement durable. Donc je m'occupe entre autres des déchets, mais aussi de l'énergie. Ça fait à peu près une trentaine d'années qu'en tant que militant, je travaille sur le domaine de l'énergie. Et je suis élu depuis 2008 avec l'objectif, en tant qu'élu, c'était de faire. J'étais pas absolument sûr qu'en tant que maire, on pouvait faire. Et en fait, dans la réalité, on en a fait encore le bilan avec l'équipe municipale hier soir. En 5 ans, on a réussi à faire énormément de choses, beaucoup plus que ce qu'on s'imaginait au départ. Donc je vais vous parler un petit peu des projets sur la commune. Cette commune, elle a des liens avec vous. Elle a plusieurs liens parce que c'est un tout petit village, je vous disais, qui est à 1500 mètres d'altitude, avec une histoire sur l'énergie aussi, parce que c'était un village où il y avait des mines de charbon, et des mines de charbon familiales, c'est-à-dire que dans le jardin, les gens creusaient et allaient chercher le charbon. Et donc il y a des liens de ce fait-là, mais il y a aussi des liens particuliers, parce que le 9 octobre 1927, il y a eu un deuxième incendie, il y en a eu un en 1700, mais il y en a eu un le 9 octobre 1927, qui a détruit le village, c'est-à-dire que sur les 85 maisons, il est resté 3 maisons debout. Et à la suite de ça, les gens sont partis. Il y en a qui sont partis à Lyon, d'autres à Grenoble, et il y en a qui sont venus à Gardanne pour travailler, parce qu'ils avaient une expérience aussi dans les mines. Donc peut-être vous avez des voisins qui s'appellent Barnéou ou Fine, c'est peut-être des gens qui viennent depuis Saint-André. C'est un village particulier parce qu'il est sur 1,7 km, mais 1,7 km vertical. C'est-à-dire que le bas du village est à 1200 mètres et le haut de la commune est à 2950 mètres. Donc il y a 1,7 km de dénivelé entre le bas et le haut de la commune. C'est une commune qui est plein sud, qui domine la vallée de la Durance. Et ceux qui ne connaissent pas, je pense que vous connaissez Serre-Chevalier. Donc c'est une des 6 communes de Serre-Chevalier. C'est la commune qui est le plus au sud de Serre-Chevalier. Voilà, donc comme je vous disais, l'énergie, c'est un sujet qui m'intéresse. Et depuis le début, je pense que la solution, c'est de travailler sur l'énergie. Toutes les collectivités ont des difficultés financières, toutes les collectivités cherchent des ressources, cherchent des moyens de survivre. Et nous, on est une commune touristique, puisqu'on est lié à Serre-Chevalier, avec toutes les incertitudes sur le changement climatique. Et donc, il faut bien aussi trouver des solutions. Donc en 2008, au début du mandat, le conseil municipal s'est réuni et puis on s'est dit il faut qu'on creuse cette affaire d'énergie, il y a des solutions à trouver. Et le conseil, quand il s'est réuni, on s'est dit qu'est-ce qu'on veut en fait, qu'est-ce qui nous importe à travers l'énergie. Et le conseil a dit on veut que l'énergie soit publique. Donc aujourd'hui on peut s'interroger sur l'énergie publique en France, donc le rôle d'EDF, je ne vais pas épiloguer là-dessus. Donc on souhaitait que l'énergie soit publique, on souhaitait que l'énergie soit citoyenne. On souhaitait que l'énergie soit évidemment renouvelable et donc locale. Donc c'était ces 4 mots
qui ont fait qu'après, on s'est dit, ben voilà, à partir de là, qu'est-ce qu'on peut construire, nous, petits villages paumés au fin fond du Briançonnais et à l'autre bout de la région PACA. Donc public, ben, c'est à nous de bouger, parce qu'on représente le public en tant que collectivité. Donc il faut que nous, la commune, on trouve des solutions publiques. Citoyenne, ça veut dire qu'il va falloir qu'on trouve le moyen, avec les citoyens, de construire un projet. Donc ça va se faire en partenariat avec les citoyens. Renouvelable, qu'est-ce qu'on a comme potentiel sur le territoire? Et ça, je pense que chaque commune doit s'interroger sur les potentiels, voire historiques, sur le territoire. Qu'est-ce qu'on a comme moyen, nous, de développer de l'énergie? Eh bien, on a le soleil, je vous ai dit, on est plein sud, avec l'avantage du soleil, mais aussi en altitude. Donc ça veut dire que la rentabilité, que ce soit au niveau thermique ou au niveau photovoltaïque, elle est décuplée parce qu'on est à 1500 mètres d'altitude. Sachant que, comme je vous disais, ça faisait 30 ans que je travaillais sur la problématique énergétique, et la commune de Puy-Saint-André a été primée en 2008, 3e commune de France en solaire thermique. C'est-à-dire qu'il y a plus d'1 mètre carré de capteurs thermiques par habitant sur le territoire. Donc il y avait déjà un terreau favorable à cette affaire. On est bien exposé, on est plein sud, on a du soleil, ok. Ensuite, on a de l'eau. Et puis, on a du dénivelé. Ah, ça, c'est pas inintéressant, il faudra peut-être qu'on se penche sur cette affaire. Le vent, chez nous, c'est pas terrible, parce que, enfin, c'est pas terrible, on n'a pas beaucoup de vent, en tout cas, parce qu'il y a des pointes de vent, mais c'est très irrégulier. Et puis voilà, donc on a travaillé sur cette affaire-là, et puis on a commencé à discuter avec les habitants. Donc, les habitants de la commune, les 500 habitants de la commune. Et puis on s'est dit, ça serait sympa si on créait une coopérative de production énergétique. Donc on a fait une étude juridique, on est en France, c'est compliqué. Moi j'avais des exemples au Luxembourg, des exemples en Belgique, des exemples en Autriche, des exemples en Allemagne, sauf que les statuts juridiques ne sont pas les mêmes. Et donc on était un peu coincés. Il y a un clown, entre autres, qui avait monté une structure. Si vous allez sur Internet, c'est Vendouillé, c'est Houillé le nom de sa commune. Et ce clown avait cassé les tirelires des enfants, avec leur accord, et ils ont installé une première éolienne. Avec les bénéfices de la première éolienne, ils ont installé une deuxième, et puis une troisième, et puis une quatrième. Et la cinquième, ils l'ont installée dans la banlieue de Tchernobyl, pour les enfants de Tchernobyl. Je ne sais pas où il en est, parce que ça date d'il y a 3 ans, je pense qu'il continue son action. Donc toutes ces idées-là, moi, ça m'intéressait. Et puis, par rapport au solaire photovoltaïque, parce qu'en effet, on est sur un secteur qui est privilégié par rapport à ça, c'était en 1990, quelque chose comme ça. C'était, je ne sais pas si vous avez entendu parler de Phébus, mais j'avais participé à l'opération Phébus. C'était au tout début des centrales photovoltaïques. Et la première centrale Phébus a été installée à côté de la centrale de Cresmalville. Donc c'était pas par hasard, c'était fait exprès. Et donc c'était génial, parce qu'au moment où ils ont branché la centrale photovoltaïque sur le réseau, ce qui était totalement illégal, interdit par EDF, c'était les anciens compteurs, vous savez, les compteurs qui tournent comme ça. Et donc on a vu le compteur qui ralentit, et puis après le compteur qui repart dans l'autre sens. Donc je vous dis pas la sensation que ça a fait. À l'époque, c'était assez innovant. Et quand je suis revenu, moi, de cette affaire, que c'était en Rhône-Alpes, j'ai été voir le maire de ma commune. Et je lui dis, voilà, on est 6 copains, on paye une centrale photovoltaïque, mais on souhaite que ça soit sur le toit de la mairie, parce qu'on a envie que les citoyens s'intéressent à cette affaire, et on vous paye un loyer de la toiture, et donc après, la centrale produit, etc., etc. Sauf que dans le conseil municipal de l'époque, il y avait une personne d'EDF, et donc, bam. Et ça, c'était il y a 18 ans. Donc ça, c'est pour la petite histoire. Et donc, à l'issue de cette étude juridique, on s'est dit, on fait quoi? Une SCIC, une SCOP, et puis finalement, comme on souhaitait que la commune soit majoritaire à hauteur de 50%, il fallait que la seule solution qu'on avait à notre disposition, c'était la SEM, Société d'économie mixte, avec les avantages et les inconvénients de la SEM en termes de représentativité. Donc, mais on gardait, nous, en tant que commune, 51% des parts. Donc ça permettait que vraiment l'énergie soit publique. Donc c'était pour ça qu'on a choisi la SEM. À cette époque-là aussi, on est rentré dans le programme Agir. On est commune lauréate depuis 3 ans sur le programme Agir. Et donc ça a été notre opération phare du programme Agir. Entre-temps,
on a aussi travaillé sur les économies d'énergie, donc je suis ravi que sur Simian ce soit quelque chose d'important, parce que produire de l'énergie c'est bien sympathique, mais il faut d'abord ne pas en consommer. Donc je vous rappelle aussi qu'au niveau de l'Europe, il y a des décisions qui ont été prises, c'est le 3 x 20 avant 2020, c'est-à-dire qu'il faut consommer 20% de moins d'électricité, d'énergie, il faut produire 20% de ce qu'on consomme, et il faut produire 20% de moins de CO2. Et ça avant 2020. Donc nous, ça, on l'a fait en un an. C'est-à-dire qu'un an après, on consommait déjà moins 20%, on produisait plus 20%, et donc on produisait moins 20% de CO2. Donc comme quoi c'est possible. Si on peut le faire, tout le monde peut le faire. Donc ça, c'est l'objectif européen. L'objectif national, c'est donc le facteur 4 du Grenelle de l'environnement. Il faut diviser par 4 les consommations énergétiques. Donc, je ne sais pas si vous imaginez chez vous, il va falloir que je divise par 4 mes consommations énergétiques. Alors là, pour le coup, c'est un chantier. Hein. Alors on a un peu de temps parce que c'est d'ici 2050, mais on a intérêt à s'en occuper maintenant. Hein. Et puis au niveau de la région PACA, eh ben, il y a eu aussi le schéma régional avec des intentions de baisser les consommations énergétiques. Donc tout ça fait qu'il y a quand même un cadre juridique, des choix qui ont été faits. Et c'est donc nous, les communes, nous, les citoyens, qui devons nous emparer de cette affaire, parce que c'est nous qui pouvons le faire. C'est au niveau local que ça va bouger. Il y a un cadre juridique, etc. À nous d'y aller. Donc je reviens à mon histoire de société d'économie mixte. On s'est dit, allez, on y va, on fonce, on va voir si les habitants y répondent. On a fait une première réunion publique, et puis une deuxième réunion publique, et finalement, à l'issue de ça, eh bien, il y a 31 familles qui ont dit, banco, on y va. On va rentrer dans le capital de la société. Donc on s'est dit, bon, ça part bien, 31 familles, c'est déjà pas mal. On a mis, nous, la commune, une petite somme, on a mis 51 000 euros, 51% des parts, ça laissait 49 000 euros pour les citoyens. Il se trouve que ça a interrogé dans le coin, et il y a une autre société d'économie mixte qui est venue nous voir, qui est les producteurs d'énergie sur la ville de Briançon. Donc la ville de Briançon a l'EDSB, l'Énergie Développement Service du Briançonnais, qui produit de l'énergie et qui vend de l'énergie localement. Ils ont un petit barrage, ils ont quelques petites centrales, ils rachètent une partie de leur électricité à EDF, et ils ont dit, votre affaire nous intéresse, cette histoire de citoyenneté nous intéresse, on rentre dans le capital. Donc eux, ils ont pris 33% des parts. Ensuite, il y a Solira, c'est un consortium rhône-alpin qui est constitué, certains doivent connaître, de la NEF, la banque alternative, Espul, l'association qui fait du conseil sur le photovoltaïque, et puis Indigo, un bureau d'études aussi sur les énergies. Donc eux, notre histoire de citoyenneté, ça les intéresse parce qu'eux, ils travaillent là-dessus en Rhône-Alpes, et eux, ils ont pris 5% des parts, et les 31 familles, ils ont juste mis 300 euros. Allez, on va voir ce que ça donne. Avec cet argent, donc la société s'est créée, c'était il y a 2 ans et demi, donc c'est assez récent. Et on s'est dit, ben on y va. Donc on a mis notre première centrale photovoltaïque. Alors celle-ci, c'était un peu pour rire, parce que c'est celle que la mairie m'avait refusée il y a 18 ans. Donc on s'est dit, la première, on y va, c'est celle-ci qu'on va faire. Donc ça, c'est l'ancienne mairie. Maintenant, c'est plus le bâtiment de la mairie, c'est l'ancienne mairie. C'est une toute petite centrale, et c'est la première qu'on a installée au tout début. Ensuite, on a installé la deuxième, que vous allez voir. Et là, la deuxième, c'est sur le bâtiment de la mairie actuelle. Donc c'est une centrale qui est beaucoup plus importante sur la commune. Donc ça, c'est la cure qui est juste en dessous de l'église, l'ancienne cure du village. Et donc c'est une centrale qu'on a installée dans la foulée. Voilà. Ensuite, la troisième photo, c'est la mairie. Voilà. C'est juste en dessous, la centrale est juste au-dessus des logements sociaux. Et la mairie est en dessous. Donc ça, c'est la troisième centrale que nous avons posée. Ensuite, là, on avait déjà 3 centrales sur la commune de Puy-Saint-André. Et puis, on s'est dit, bah, ça serait sympa qu'on s'expatrie et qu'on aille voir aussi nos voisins, parce que le but, c'était pas de rester entre soi, le but, c'était de contaminer nos voisins. Donc, on est allé dans les communes d'à côté. Et on a installé donc la 4e,
Ça, c'est sur une école de Briançon, c'est l'école de Pont-de-Servières, avec les problématiques que vous n'avez pas ici. Nous, c'est les problématiques d'enneigement, donc il a fallu négocier. Sur la partie basse de la toiture, il y a des arrêts de neige, parce qu'on a des grosses chutes de neige. En dessous, c'est une cour d'école, donc avec les difficultés que ça représente. Donc ça, c'est je crois, la 4e que nous avons mise. Et puis on a continué. Donc là, on paye un loyer à la commune de Briançon. On donne 5% de la vente d'électricité à la commune de Briançon. Et donc ça, c'est alors toujours sur les fonds propres de la société d'économie mixte que nous avons créée. Parce qu'en fait, on avait 100 000 euros au capital. Après, on a fait des comptes courants d'actionnaires. On a fait des emprunts à des banques qu'on a négociés. Ça, c'est la 5e, je crois. Donc ça, c'est une autre école. Quand ceux qui connaissent Briançon, vous montez la chaussée, la rue qui va à la vieille ville. Et sur votre droite, vous verrez cette centrale qui elle, est beaucoup plus importante. Et puis ensuite, on a changé de commune. Et là, on a installé une très grosse. Celle-ci, c'est une ressourcerie qu'on a montée au niveau de la communauté de communes. En fait, à l'origine, c'était une école. Et aujourd'hui, c'est une ressourcerie type Emmaüs. Donc, c'est la communauté de communes, c'est moi qui ai porté ce projet. Et ça fonctionne. Et donc, on a mis une grosse centrale sur la toiture. Et puis ensuite, on en a encore mis une autre. Et tout ça en l'espace de 2 ans et demi. Donc, je vous dis pas comment ça mouline derrière. Parce qu'il y a les études juridiques, les études financières, les études techniques. Ça, c'est un skatepark. On est dans Briançon. Derrière, vous avez tous le 15-9, l'ancien régiment. Ce bâtiment-là, c'était un des bâtiments du régiment du 15-9. La ville de Briançon, on a fait un skatepark et qui est très 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 utilisé. Sauf que ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'est qu'il y avait énormément de nuisances sonores pour le voisinage. Et donc la ville de Briançon, qui est financièrement en grande difficulté, s'est dit il faut qu'on isole phoniquement ce bâtiment, mais on n'y arrivera jamais. Et donc nous on a dit on est là, donc si vous voulez, nous on refait la toiture, on met une centrale photovoltaïque et vous payez l'isolation sous le bâtiment, sous la toiture. Banco, c'est parti, et cette centrale a été branchée il y a 7 mois, je crois, quelque chose comme ça, et elle tourne très très fort. Et puis après, il y en a encore une autre. Voilà, donc ça c'est la toute dernière qui a été branchée au mois d'août. C'est celle qui s'est faite sur les ateliers techniques de la commune de Puy-Saint-André. Donc c'est la 4e qui est sur la commune de Puy-Saint-André. Comme je vous disais, l'objectif c'était quand même de contaminer les voisins. On avait quand même dépensé 650 000 euros. Donc c'était quand même pas rien pour une petite commune de 500 habitants. Donc entre le capital et les emprunts. Et donc, comme on a encore beaucoup de projets, on s'est dit, on fait une ouverture à capital. Donc là-dessus, je suis allé faire mon marché auprès des autres communes. Donc j'ai été voir tous les maires de toutes les communes environnantes en leur expliquant où on en était. Alors il y en a qui étaient particulièrement sensibles parce que on avait déjà été sur leur territoire. Et donc il y a aujourd'hui 15 communes qui ont décidé d'entrer au capital. Donc les 15 communes prennent des actions et rentrent au capital. Et puis, donc, plus il y a d'argent public, nous on reste à 51% pour l'argent public, plus ça laisse la possibilité aux citoyens de prendre des actions. Donc le jeu, il était là aussi. Quand j'entendais François Hollande qui disait il faut mobiliser l'épargne citoyenne, oui, on est en plein dedans. Donc on a poussé le plus possible. Et là, l'ouverture à capital se termine le 15 octobre. Donc vous n'avez plus beaucoup de temps pour faire les chèques, parce que le 15 octobre, c'est terminé. Et non, vous pouvez même plus, parce que de toute façon, on a fait le plein. Les collectivités donc ont abondé à hauteur de plus de 400 000 euros. Et donc les citoyens ont aussi abondé à plus de 400 000 euros. Il y a même des entreprises de bâtiments qui sont rentrées dans le projet. Donc maintenant, il y a le côté aussi entreprise. Ça nous intéresse aussi de capter, de faire rentrer des entreprises pour qu'ils perçoivent l'importance de la problématique énergétique. Et donc, l'ouverture à capital se termine le 15 octobre avec à peu près, je crois que c'est 900 000 euros de capital nouveau. Donc, une capacité d'emprunt derrière de pas loin de 2 millions d'euros avec les projets qui vont derrière. Donc, des projets, on en a des cartons. Parce que le photovoltaïque, vous avez entendu parler, le prix de rachat a fortement baissé, mais le prix de rachat a baissé, mais le prix des capteurs aussi a baissé.
Et donc c'est pour ça qu'on a pu continuer à investir dans le photovoltaïque, parce que toutes les études financières ont montré qu'on rentrait dans les clous, sachant qu'on est exigeant, parce qu'en fait, il y a un calcul, on pourra, si ça vous intéresse, rentrer plus dans le détail, mais en fait, on a des tableurs, et donc il faut que le projet, de toute façon, ait une rentabilité supérieure à 15% de la vanne sur riz. De toute façon, tous les projets qu'on fait, on est absolument certain qu'ils sont rentables. Donc c'est aussi une sécurité pour les citoyens, parce qu'ils savent que l'argent qu'ils mettent, il y en a qui ont quand même mis 15 000 euros cette fois-ci. Hein. Donc il y a des citoyens qui ont envie. Donc là, ils sont sûrs que de toute façon, c'est une opération rentable pour eux, qui sera certainement plus rentable que le livret A et le reste, tout en produisant de l'énergie locale, renouvelable, citoyenne et publique. Donc là, on a terminé quasiment l'ouverture à capital. Les projets qui sont prévus, tout à l'heure je vous ai dit, il y a du soleil, mais il y a de l'eau, et puis il y a du dénivelé. Donc là, à l'automne, on est monté en hélicoptère au-dessus de Briançon. On a installé une conduite d'eau parallèle à la conduite forcée qui existe et qui alimente en eau potable la ville de Briançon. Donc on a installé une conduite flexible en parallèle. On a enlevé le brise-charge. Un brise-charge, c'est une installation qui permet d'éviter d'avoir trop de pression sur la conduite principale pour pas qu'elle pète. Donc il y a ce qu'on appelle un brise-charge. Donc on a enlevé le brise-charge. On va voir si la conduite, elle tient le choc. Si la conduite, elle pétait, on avait cette conduite secondaire qui permettait d'alimenter la ville de Briançon quand même. Ils n'auraient pas été contents. Et donc le test qui s'est fait en novembre a été concluant. On sait que la conduite tient le choc. On a quand même laissé la conduite secondaire, puisque ça peut servir à la régie de l'eau de Briançon s'ils avaient un pépin dessus. Et donc là, on termine les négociations avec l'Agence régionale de santé. Normalement, au printemps, on investit 500 000 euros dans le turbinage, donc avec une turbine Pelton à la place du brise-charge, pour turbiner l'eau potable de la ville de Briançon et produire de l'électricité avec. Donc après, on a travaillé aussi sur les eaux usées, parce que là, pareil, il y a de la chute, il y a des endroits, il y a 300 mètres de chute. Donc turbiner de la merde et faire de l'argent, c'est quand même pas mal, quoi. Donc on a essayé d'étudier cette affaire avec les complexités, parce que tout n'est pas simple, hein, c'est pas non plus les bisounours, hein, il y a des problèmes techniques. Les conduites d'eau usée n'ont pas des résistances suffisantes, donc il y a des calculs technico-économiques qui sont un petit peu complexes, mais on ne désespère pas d'investir aussi sur le turbinage des eaux usées du territoire. En turbinage d'eau potable, on a 4. Dans les tuyaux, on a 4 possibilités. À chaque fois, c'est 500 000 euros. Hein. Mais là, l'année dernière, avec les petites centrales qu'on a installées en photovoltaïque, on a touché 150 000 euros de vente d'électricité. Et donc, c'est quelque chose qui fonctionne et qui est très rentable. Dans pas très longtemps, je pense à une échéance de 5-6 ans, j'espère que la vente d'électricité rapportera à la commune plus que ce que rapporte la station de Serre-Chevalier à la commune. Donc c'est quand même pas anodin. Tout ça pour produire de l'énergie renouvelable. Le DSB, donc notre partenaire qui fait partie des actionnaires, aujourd'hui vend aux sociétaires, aux habitants de Briançon, aujourd'hui ils en sont à 40% d'énergie renouvelable et locale. Comme nous, on injecte de plus en plus d'énergie renouvelable et locale, ils sont en train de monter leur pourcentage. Eux, ça leur évite de faire monter de l'électricité du sud qu'ils payent très cher, sachant que toute l'électricité qui transite, c'est 15% de perte en ligne. Donc on a intérêt à produire de l'énergie locale et petit à petit à arriver à atteindre une autonomie énergétique. On ne s'est pas mis de date, on verra bien, mais en tout cas d'essayer d'en approcher le plus vite possible. Donc les habitants sont enthousiastes, ça leur plaît, ils voient que concrètement il y a des choses qui se passent, ils voient que petit à petit il y a des résultats qui sont concrets et donc voilà, c'est possible, on arrive à faire des choses comme ça sur une petite commune qui paye. Et puis bon, tout à l'heure j'ai évoqué très rapidement les économies d'énergie, mais il y a un gros travail aussi sur la réhabilitation des bâtiments publics, c'est-à-dire qu'il y a 3 bâtiments
sur lesquels on a refait l'isolation, on a réglé les fenêtres, on a refait les bas de porte, etc. Tout un tas de bricoles, on a mis des horloges astronomiques sur les radiateurs. Et donc, on voit les consommations. Une horloge astronomique, elle est 20 €, on gagne 300 € au bout de 3 mois. C'est le jackpot. Hein, il y a des choses qui sont pas simples, qui rapportent énormément d'argent et très rapidement. Sans compter que les employés municipaux, ils y trouvent leur compte, parce qu'ils voient ce que ça donne. Concrètement, ils voient très rapidement que ça a des effets. Donc c'est des choses qui sont vraiment au sein d'une commune intéressantes à faire. Il me reste encore quelques minutes, juste pour vous dire deux choses. La première, c'est qu'au niveau de la communauté de communes, en tant que vice-président, moi j'ai beaucoup travaillé aussi sur le sujet de l'énergie, parce que voilà, on est dans une communauté de communes avec des positions politiques qui sont très différentes. Comment aborder le sujet pour que la transition énergétique, c'était il y a 4-5 ans, donc on n'en parlait pas trop. Je me suis dit, comment je vais réussir à décider les conseillers communautaires de se lancer dans cette affaire? Il y a des gens de l'UMP, du PS, du PC, donc il faut arriver à avancer là-dedans, sachant qu'il n'y a pas trop de clivage politique, mais il faut argumenter et puis avoir des choses concrètes, quoi. Donc il faut parler d'argent, c'est pas compliqué, hein. Donc en fait, je me suis dit, tiens, on va installer une centrale photovoltaïque sur le territoire. Je vais leur montrer que financièrement ça vaut le coup. J'en avais les capacités techniques et financières, les études étaient faites. Donc en fait, c'est passé sans problème. Donc on a mis une grosse centrale photovoltaïque qui est en bordure de Nationale quand vous arrivez à Briançon, sur la station d'épuration. Donc j'avais demandé au président de la communauté de communes il y a 5 ans, au moment où ils l'ont construit, j'avais dit, c'est le moment, faites la centrale. Ils l'ont pas faite. Donc en fait, on l'a réalisée a posteriori en surimposition. Et donc on a installé cette centrale qui rapporte 70 000 € par an. Je me suis dit, justement, là, c'est le moment. Donc j'ai expliqué aux conseillers communautaires, ce que je vous propose, c'est que les 70 000 € par an soient fléchés. Et que donc, tous les ans, on réinjecte ces 70 000 € par an sur les études thermiques et sur l'isolation des bâtiments communautaires. C'est passé à l'unanimité. Donc là, tous les ans, je me colle une étude thermique sur la MJC, une étude thermique sur la crèche de Briançon, une étude thermique sur le centre d'enseignement artistique, et puis là, ça y est, on attaque les travaux. Je ne suis pas obligé tous les ans d'aller mendier 10 000, 20 000, 50 000 €, parce que c'est sur les bénéfices de la centrale. Donc tous les ans, je sais que je suis tranquille, j'ai 70 000 € pour pouvoir faire des économies énergétiques et des économies financières à la collectivité qui s'y retrouve de toute façon. D'autant plus qu'en même temps, j'avais demandé un bilan carbone de la communauté de communes. À l'issue du bilan carbone, les seules choses qu'ils ont retenues, c'est les 2 dernières diapos, où ils se sont rendus compte que si on faisait rien au niveau énergétique, tous les ans, la facture allait augmenter de 140 000 €. Donc là, ils se sont dit, va falloir qu'on bouge, quoi. Et donc, ça y est, c'est parti. Et ce cercle vertueux, je pense qu'il est possible de l'installer n'importe où. Il faut un peu de volonté politique et puis ça fonctionne. Donc la deuxième chose, et ça vous concerne un peu plus particulièrement vu le contexte local, je voulais vous parler du Vorarlberg. Le Vorarlberg, c'est un land qui se trouve à l'ouest, totalement à l'ouest de l'Autriche. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au Vorarlberg, les Suisses, qui étaient à la frontière, avaient l'intention d'installer une superbe centrale nucléaire. Donc ça, c'était il y a 35 ans, quelque chose comme ça. Je n'ai pas les dates précises, mais je crois que c'est de cet ordre-là. Les habitants du land du Vorarlberg, évidemment, il y en a une grande partie à qui ça a fait très peur, cette affaire.
Et donc, il y a eu une mobilisation très importante sur le land du Vorarlberg. Le Vorarlberg, c'est grand à peu près comme le département des Hautes-Alpes. Et au niveau relief, c'est assez similaire. On trouve des petits villages de montagne, etc. Ça ressemble assez à notre territoire des Hautes-Alpes. Et donc, ils ont décidé au niveau du land de faire un référendum pour demander s'ils étaient favorables ou pas à la réalisation de cette centrale nucléaire. Donc, le référendum a montré que les habitants y étaient opposés. Ok, d'accord. Sauf que ça les a quand même coincés, cette affaire, parce qu'ils se sont trouvés avec l'obligation de trouver des solutions énergétiques. Et nous, les Français, c'est encore pire. Je pense que tant qu'on n'est pas en situation contrainte, on a un petit peu du mal à se bouger. Eh bien, là, ils se sont dit, il va falloir, on est en situation contrainte, on a refusé une centrale nucléaire, on a besoin d'énergie, qu'est-ce qu'on fait? Et là, pendant 35 ans, ils ont bossé comme des fous. Et c'est la région d'Europe aujourd'hui qui, je pense, est la plus en avance au niveau énergétique sur oui, je vous disais, à peu près l'équivalent d'un département. Donc, si vous en avez l'occasion, je vous incite très fortement à mobiliser vos élus pour partir au Vorarlberg et pour aller voir ce qui s'y passe. Moi, j'ai organisé 2 voyages avec les élus de la communauté de communes du Briançonnais, donc des gens de toute étiquette politique. On a affrété un car et hop, je les ai emmenés là-bas. Le premier jour, ils étaient ébahis. Le deuxième jour, ils étaient un peu inquiets. Le troisième jour, ils étaient complètement déprimés. Et le 4e jour, ça allait mieux. Ils se sont dit, on n'arrivera jamais à faire ce qu'ils font, mais on arrivera quand même à faire quelque chose. Et les élus, quand ils sont revenus dans le car, ils ont dit, c'est terminé. On ne fera plus jamais un bâtiment comme on le faisait avant. Et ça a eu vraiment un impact. 6 mois plus tard, on a fait une crèche, et la crèche, elle est à La Grave. Genre, je ne sais pas si vous connaissez le Lotaret, juste de l'autre côté de La Grave. Elle vient d'avoir un prix BDM bronze il n'y a pas longtemps. Au niveau énergétique, c'est un petit bijou. Donc ça, c'est à La Grave. Là, on est en train de... Alors, on a viré Veolia, là, sur la collecte des ordures ménagères. Donc, moi, j'avais fait faire une étude. Et l'étude m'a permis d'avoir l'aval des élus communautaires à l'unanimité, UMP compris. On a décidé de virer Veolia. Donc là, on part en régie. Et donc, on doit construire un bâtiment. Ce bâtiment de régie, pareil, sera au niveau énergétique exemplaire. On a un autre bâtiment, on a une autre crèche à faire. C'est parti aussi au niveau énergétique. Maintenant, les élus savent que de toute façon, on ne peut plus faire comme avant. C'est fini, c'est terminé. On n'a plus le choix maintenant. Le temps nous est compté, il faut qu'on avance. Donc l'intérêt d'aller dans ces endroits-là, c'est que je vous dis, c'est impressionnant. Tous les bâtiments publics sont exemplaires. Et en fait, à l'origine, tout à l'heure je vous parlais de l'histoire, ce qui s'est passé, c'est que donc après la guerre, l'Autriche avait été en grande partie rasée, et donc l'État autrichien a mis un gros paquet d'argent pour reconstruire l'Autriche. Cet argent, en fait, ça n'a pas été distribué sous forme de dons ou de subventions. Ça a été distribué sous forme de prêts pour reconstruire les bâtiments publics, mais aussi les maisons. Donc, voilà, il y avait des prêts. Les Autrichiens sont plutôt des gens carrés, donc ils ont remboursé leurs prêts. Et donc, la manne financière du départ s'est entretenue. Alors, c'était des prêts à taux zéro ou proche de zéro. Et donc, ce pactole existait toujours. Quand ils ont refusé la centrale nucléaire, ils se sont dit, voilà, on a un moyen de levier. Et donc, les prêts qui continuaient à fonctionner, ils ont été octroyés en fonction du type de bâtiment réalisé. Et donc, ça a été les premiers bâtiments BBC qui ont été faits en Europe, c'est les Autrichiens, grâce à ce système-là. Et puis, au bout de quelques temps, ils se sont dit, non, BBC, c'est bien gentil, mais c'est pas suffisant. Allez, on va au passif. Donc après, ils sont passés au bâtiment passif. Et puis après, ça n'a pas suffi. Donc ils sont passés au bâtiment bio, passif et bio. C'est-à-dire que les mousses de polyuréthane, terminées, le PVC est interdit par la loi, les cols, il n'y a plus de colle, il n'y a plus de colle dans les matériaux, et ils ont tout le tissu industriel au pied du Vorarlberg s'est organisé au fur et à mesure de cette affaire. Donc vous voulez n'importe quel isolant végétal, vous avez tout ce qu'il faut, à des prix défiant toute concurrence. Une maison passive là-bas, le surcoût est de 3,5%. Et en bio, le surcoût, il est de 1%.
Donc vous imaginez la création d'emplois, la dynamique que ça a créé sur le territoire, ça a été exceptionnel. Puis ils n'en sont pas restés là. C'est-à-dire que les dernières années, moi quand je suis allé, j'y suis encore allé il y a 2 ans, BBC, passif, bio, et là aujourd'hui ils sont passés à l'étape suivante, c'est énergie grise. C'est-à-dire qu'ils octroient les prêts à taux zéro, donc les gens ils empruntent 150 000 euros. 150 000 euros à taux zéro, en avant. Mais avec des exigences environnementales qui sont exceptionnelles. Et donc là, aujourd'hui, ils calculent l'énergie grise, c'est-à-dire qu'ils calculent l'énergie nécessaire à fabriquer les matériaux qui vont fabriquer la maison. Et les choix qui sont faits par les 45 ingénieurs et architectes qui sont à l'Institut de l'énergie du Vorarlberg, donc ces gens-là, les gens quand ils veulent construire leur maison, ils vont à la mairie, ils ont rendez-vous avec le maire, avec l'architecte, avec l'ingénieur, et tout est négocié à la mairie. Et donc les projets sont accompagnés par ces ingénieurs, et donc sont réalisés en fonction d'objectifs environnementaux qui sont extrêmement importants. Donc il faut vraiment aller voir là-bas, parce que je vous dis, on prend des claques, claque sur claque. J'ai les contacts, moi, d'une personne exceptionnelle, une architecte qui travaille à Annecy, et qui organise des voyages là-bas. Elle a vécu au Vorarlberg, elle connaît le maire de tel village, le gars qui s'occupe de l'entretien de tel collège, etc., etc. Et la visite est vraiment exceptionnelle. Vous rentrez dans un lycée, alors ça faisait un drôle d'effet, un superbe lycée, alors tout est en bois évidemment, en bois local. Vous rentrez dans le lycée, le gars vous explique, ben voilà, au niveau du chauffage, en fait, le chauffage se met en route le lundi matin à 4 heures. Et puis, il s'éteint à 7h30. OK ? Et il se rallume quand? Ah ben le lundi d'après. C'est-à-dire que pendant une semaine, vous n'avez pas de chauffage. Ah ben non, on n'a pas de chauffage. En fait, ventilation double flux, c'est les élèves, par leur présence, qui chauffent le bâtiment. Et donc, il n'y a pas de chauffage pendant une semaine. Il y a du chauffage, voilà, juste le lundi matin, parce qu'en fait, le week-end, il n'y a pas les élèves. Donc la température, elle baisse. Et donc, ils remontent la température entre 4h et 7h, et youp, la boum, c'est parti. Donc, il y a du chauffage pendant 3 heures par semaine. Mais en même temps, ils ont des capteurs où grâce à la VMC double flux, ils analysent toutes les entrées d'air et les sorties d'air. Donc ça veut dire qu'à 11h, je sais pas, dans les salles de classe de Simiane, à 11h, j'aimerais bien mesurer le CO2. Je peux vous assurer, là-bas, voilà, le CO2, il est 2 fois en dessous des normes européennes dans toutes les classes du collège. Parce que comme ils filtrent tout avec la ventilation double flux, ils savent précisément les doses de CO2, mais pas que de CO2, tous les toxiques de l'extérieur. En fait, le bâtiment est moins toxique que l'air extérieur du bâtiment. Et ça, mais vous avez des exemples pour tout. Tout ce que vous voyez, vous êtes à genoux. C'est très impressionnant. Donc après, ils ont trouvé des techniques juridiques, financières, administratives. Il y a des architectes qui sont extrêmement volontaires. Et ceux que ça intéresse, j'ai ce superbe bouquin que vous trouvez, vous avez les références sur Internet. Donc c'est l'architecture écologique du Vorarlberg. Mais c'est pas que de l'architecture. Dedans, vous avez l'histoire, justement. Comment ils en sont arrivés là, au niveau historique, mais au niveau social aussi. D'ailleurs, ça avait fait hurler le maire de Briançon parce qu'il y avait des monnaies locales, mais c'est impressionnant. Au point où ils en sont arrivés, je peux vous assurer que ça fait un drôle d'effet. Donc, je vous invite à aller au Vorarlberg et surtout, je vous invite à inviter vos élus à trouver un petit bout de financement pour pouvoir y aller. Moi, j'y suis allé 2 fois. J'ai organisé 2 voyages là-bas. Ensuite, la filière bois des Hautes-Alpes, à la suite de ça, a organisé un voyage là-bas. Ensuite, la SAMC, l'entreprise de matériaux, a organisé un voyage là-bas. Donc là, ils m'ont invité la semaine dernière à aller voir les nouveaux éco-produits qu'ils vendent sur la SAMC, suite au voyage qu'ils ont fait au Vorarlberg. Voilà, j'ai essayé de faire vite, j'ai pas trop dépassé le temps. Maintenant, la parole est à vous. Si vous avez des questions, on est à votre disposition. La question s'adresse principalement au maire de Puy-Saint-André. Par rapport à la SEM, quel emploi ça a pu créer sur le bassin du Briançonnais?
Alors, ça a déjà évité que certaines entreprises se cassent la figure. Parce qu'en fait, le problème, il était là. Hein. Si vous avez suivi tout ce qui s'est passé sur le photovoltaïque, et en particulier sur le prix de rachat, il y a, en France, je sais plus combien j'avais les chiffres, mais il y a un nombre très très important d'entreprises, d'installateurs, qui se sont cassés la figure. Donc nous, en fait, il y en a une qui s'est cassée la figure, mais qui a été reprise. Et puis, comme on a lancé ces projets, 1, 2, 3, 8 centrales, bon, ils ont à peu près, ils ont réglé un peu leur nombre de personnel, mais là, ça a au moins permis de pas trop casser d'emplois. C'est déjà une bonne chose. Et puis surtout, moi, je pense que les collectivités, ben, elles doivent montrer l'exemple aussi. Et ça, c'est important. Si nous, on est capable de montrer l'exemple, moi, on m'appelle toutes les semaines à la mairie pour me dire, tiens, est-ce que vous avez des noms d'installateurs? Est-ce que vous pouvez nous conseiller? Est-ce que, etc., etc. Donc, je crois que c'est notre rôle de montrer l'exemple pour faire que les citoyens, eux aussi, se mettent dans cette dynamique, ils se disent, ben, c'est possible, la mairie l'a fait, en plus, on peut en discuter. Donc tout ça, ça crée une dynamique locale, c'est sûr. Après, ben, petit à petit, les choses se savent. Donc moi, on m'a demandé d'intervenir à Vence, dans la banlieue de Nice. Donc le maire de Vence est venu après à Puy-Saint-André pendant 2 jours pour prendre des notes, pour voir, parce que là, on a parlé de l'énergie, mais on pourrait parler d'agriculture, on pourrait parler d'environnement, parce qu'on a monté plein de projets sur ces aspects-là aussi. Et donc le maire de Vence est venu 2 jours pour essayer. Il est monté avec un directeur de SEM. Eux, ils ont une SEM Habitat. Et ils se sont dit, tiens, bah, sur notre SEM Habitat, autant on y adjoint une SEM Énergie et on démarre. Je sais pas où ils en sont, c'était il y a 4 mois que je les ai vus, mais ils étaient fortement décidés à démarrer aussi. Donc après, ça fait des petits, cette affaire. Je suis allé à Digne aussi, le conseiller général des Alpes de Haute-Provence m'a demandé d'intervenir. Je suis allé aussi en Rhône-Alpes. Il y a une deuxième SEM qui s'est fait en plein centre de la France, parce que celle de Puy-Saint-André, c'est la seule en France, il n'y en a pas d'autres en France, qui associe une collectivité, aujourd'hui 15 collectivités, et des citoyens. Parler de notre petit territoire, je pense que ça suffit pas. C'est au niveau global, oui, ça crée de l'emploi, c'est sûr, ça produit de l'énergie renouvelable, c'est moins d'énergie nucléaire, parce que notre objectif, il est là beaucoup. Hein. Moi, je suis à Enercop, ma maison, elle produit 3 fois l'énergie qu'elle consomme. Pour moi, je ne veux plus de nucléaire. Ça veut dire qu'il faut s'en donner les moyens, il faut qu'on trouve des solutions. Il y en a des solutions. Il y a des gens qui peuvent pas le faire. Nous, on peut. Il y a des communes qui peuvent peut-être pas le faire. Il y a des communes qui peuvent. Donc elles ont aussi ce devoir et cette responsabilité. De quelle origine sont donc les photovoltaïques? Je voulais savoir ce que vous avez comme subvention. Alors, déjà, la deuxième question, 0 subvention. Voilà. Jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas eu de subvention. 0. 0. Pour l'instant, nous n'avons pas eu de subvention. Il y a eu des discussions compliquées avec la région sur lesquelles je ne vais pas revenir. La région devait prendre des parts au capital. Finalement, pour des raisons complexes, ça a duré 9 mois cette affaire. Finalement, ils ont fait marche arrière. Ils nous proposent des subventions à la place d'une entrée au capital, donc on est en discussion sur le sujet. Ensuite, ce que je vous ai pas dit, c'est que, et c'est quand même important, c'est-à-dire que dans les statuts de la SEM, déjà, il y a un point important, c'est qu'on s'interdit toute installation photovoltaïque en site propre. Ça veut dire que les centrales photovoltaïques ne sont qu'en toiture. Sur des bâtiments publics prioritairement, ça peut être sur des bâtiments privés, mais jusqu'à maintenant, ça n'a été que sur des bâtiments publics. Mais par contre, il n'y aura pas de centrale photovoltaïque au sol. Donc ça, c'est très clair. Ensuite, votre première question, c'était... Excusez-moi. Ah oui, d'où vient le photovoltaïque? Alors, les capteurs des 8 centrales, sauf une, viennent d'Allemagne ou du Danemark. Il s'est passé, c'était l'année dernière, que justement, on a eu des devis de plusieurs sociétés, et donc on avait le choix entre du chinois et du danois, avec des précisions techniques qui étaient similaires sur les résultats, des engagements similaires sur les durées de fonctionnement, alors après à vérifier, mais 35% moins cher pour du chinois. Donc ça a généré 2 heures de débat au conseil d'administration, sachant qu'on est élu, donc il y a ça aussi, et finalement on s'est dit, cette fois-là, on fait 50-50, on avait 2 toitures à faire.
On a fait une toiture en chinois, une toiture en danois, avec ces deux pans de toiture qui sont quasiment en même latitude. Et ça date c'était il y a 9 mois, quelque chose comme ça. Donc on n'a pas encore le retour sur la production, mais on avait l'intention de contrôler, de vérifier est-ce que réellement ce à quoi il s'était engagé correspondait. Et puis voilà, mais bon, maintenant c'est terminé, là on n'a plus que du danois ou de l'allemand. Moi, ma question, elle concerne l'idée que vous développez autour de c'est rentable, il y a de la rentabilité à se faire. Donc ma question, c'était que le tournant était pris vers ce qu'on appelle le capitalisme vert, et votre histoire ressemble à un conte de fées magnifique, une fée bleue là, à laquelle on voudrait croire. On peut y croire quand on vous entend. Mais le problème, c'est pourquoi il y a tant de résistance, et je voudrais peut-être que vous les évoquiez. Vous avez parlé de Veolia, on a bien compris que ce genre de, je dirais, de filiales sont peut-être à mettre de côté. Alors ça dépend de quoi, ça? Il y a des filiales qui vont vers le capitalisme vert, d'autres pas du tout. Voilà, merci. Pour être clair, moi je suis écologiste, mais je suis très pragmatique. Je travaille avec des élus qui ne sont pas du tout écolos. Et puis là, en l'occurrence, c'est de l'argent public. Il y a des citoyens qui mettent de l'argent, donc on peut pas s'amuser avec ça. Il faut que ce soit clair, qu'on mette carte sur table, qu'on prenne le minimum de risques possible, parce qu'on engage de l'argent public, en plus on engage de l'argent des citoyens. Donc c'est pour ça que j'ai beaucoup parlé d'argent, en effet j'en parle beaucoup. Faut pas se leurrer, on est dans une société de toute façon qui vit de l'argent qui est dedans. Si cet argent permet de faire du renouvelable et du local, mon choix, il est très clair. Et plutôt que d'investir dans des trucs absurdes, je préfère que l'argent public serve à produire de l'énergie renouvelable et à lutter contre le nucléaire. Donc c'est des choix, hein, c'est clair. Hein. Mais en effet, on est dans la société capitaliste, on y est en plein. Et l'argent public, nous, on gère des budgets. Par exemple, une commune, si cette commune a de l'argent, c'est le trésor public qui le gère, on ne peut pas placer cet argent. C'est le trésor public, c'est à 0%. Hein. Donc la commune de Puy-Saint-André, qui est pas riche, mais qui n'est pas pauvre, avait un peu d'argent de côté. Donc on a investi dans cette affaire, mais on est allé au-delà à un moment. C'est-à-dire qu'au moment où la SEM avait besoin d'argent pour continuer à mettre des centrales, le président de la SEM que je suis est allé voir les banques en disant « Vous nous faites à combien ?» La banque a dit 4%. Bon. Le président que je suis est allé voir le maire de Puy-Saint-André que je suis. Elle dit « À combien vous me faites ?» J'ai dit « 3,5%. » Et donc la commune de Puy-Saint-André a fait ce qu'on appelle des prêts en compte courant d'actionnaires. C'est-à-dire que plutôt que ça soit à 0% auprès du trésor public, c'est à 3,5% auprès de la SEMSEV, qui elle y trouve son compte, parce que c'est moins cher qu'avec les banques. Donc en effet, on joue avec l'argent, oui, mais c'est une nécessité aujourd'hui. On est entouré de ça, et puis, de fait, les impôts locaux n'ont pas augmenté aussi, hein, parce qu'on essaie de gérer au mieux. Entre autres, sur les dépenses, on essaie de gérer au mieux. Donc le rôle du maire, c'est ça, c'est de l'argent public. Il faut qu'on arrive à trouver de l'argent public, et on travaille avec ça tout le temps. C'est oui, un rôle essentiel du maire, c'est clair. Hein. Oui, j'aurais une question. C'est qu'on a négocié une fois et on a fait venir quelqu'un d'Enercop parce qu'on a posé la question pour l'achat. On voulait acheter en coopérative de l'électricité et on a demandé si c'est possible d'acheter l'électricité directement sur un projet photovoltaïque qu'on veut aider. Et il nous a expliqué que ce n'est pas possible parce qu'ils n'ont pas le droit d'achat du photovoltaïque. Ils peuvent que acheter de l'énergie hydraulique. Donc ça serait peut-être un problème à régler au niveau législation, que ça soit possible que le consommateur peut directement aider une commune qui a ces initiatives de produire de l'énergie proprement. Enercop achète du photovoltaïque. Donc ça change. Mais pas en région PACA pour l'instant. Ouais. Donc c'est en plein en ce moment en travail. Enercop qui s'installe sur la région PACA va acheter de l'énergie renouvelable sur la région PACA. Mais ils le font sur d'autres régions, en particulier en Rhône-Alpes, mais sur d'autres régions de France. Enercop rachète de l'électricité photovoltaïque, ça, il n'y a pas de problème.
Une question à Monsieur Leroy. Est-ce que vous avez provisionné le démantèlement, voire le recyclage de vos panneaux en fin de vie d'ici 20 ou 30 ans? Donc les capteurs, donc on a des contrats de 20 ans. Je suis pas rentré dans le détail, mais la plupart des gens vous connaissez comment ça fonctionne. Donc on a des contrats de 20 ans avec suivant le secteur, soit EDF, soit le DSB, c'est-à-dire que EDF ou le DSB nous rachètent l'électricité pendant 20 ans à un tarif qui est précisé au départ, lequel tarif est valable pendant 20 ans. Donc on sait dans 19 ans combien on touchera approximativement en fonction de l'ensoleillement, on sait combien la commune, enfin la SEM aura de rentrée d'argent et on sait combien approximativement on produit comme énergie. Au bout de 20 ans, c'est les capteurs actuellement qui sont vendus produiront entre 75 et 85% de ce qu'ils produisaient au départ. Donc ça, c'est l'engagement constructeur. Donc aujourd'hui, on en est là. Et aussi, l'engagement des constructeurs, aujourd'hui, c'est 98% de recyclage. En sachant que les filières sont installées, il y a encore 2% qui posent problème sur le recyclage. Les filières sont en cours d'installation parce qu'on n'en est pas au démantèlement de toutes ces centrales qui s'installent partout. Mais aujourd'hui, il y a un engagement de constructeurs à 98% de recyclage. Après, il y a beaucoup de gens qui m'interrogent sur justement, parce qu'il n'y a pas d'énergie propre, hein. L'énergie photovoltaïque, c'est pas l'idéal, hein. Le mieux, c'est la biomasse, l'hydro, le photovoltaïque. Mais le photovoltaïque, c'est pas la panacée. La panacée, c'est de ne pas consommer d'énergie. Donc il n'y a pas d'énergie propre. Mais toutes les questions, parce que sur les médias, ça a pas mal brassé sur ces sujets de photovoltaïque. Moi, j'aimerais qu'on se pose les mêmes questions pour tout type d'énergie. Le nucléaire, on s'interroge. On s'interroge très très peu en France sur le nucléaire. Le jour, moi, où on me montrera que le nucléaire est pas polluant, on en discute, quoi. Donc de toute façon, le photovoltaïque, c'est polluant, bien sûr. Il faut à peu près 2 ans et demi de fonctionnement d'un capteur pour être équivalent à la production de ce capteur. L'énergie grise. Moi, j'aimerais bien que sur le nucléaire, on se pose toutes les questions qu'on se pose sur le photovoltaïque. On se pose pas trop sur l'hydro, mais sur le photovoltaïque, il y a eu énormément de débats, hein. Mais putain, sur le nucléaire, il y en a peu hein, quand même. Hein. Je voudrais évoquer une autre question, mais qui est quand même très liée à l'énergie. Moi, je suis de Radiosenzine, mais je suis aussi dans un réseau qui s'appelle le réseau pour les alternatives forestières. Or, il y a tout près d'ici un énorme projet, donc à Gardanne, de transformer la tranche 4 de la centrale en centrale à biomasse. Et voilà, vous avez cité la biomasse, mais bon, il y a une grande différence entre des projets, disons, à toute petite échelle, et ce qui va être, ou si ça se réalise, le plus grande centrale à biomasse en France, utilisant entre 900 000 et 1 million de tonnes de bois venant moitié de l'étranger, moitié des Cévennes et ailleurs. C'est parce que le biomasse, effectivement, c'est une énergie. Mais on peut aussi se dire qu'on est plus ou moins, comme au début des les argocarburants, si on veut les appeler comme ça, que c'est très très attractif, justement pour mettre fin à d'autres, nucléaires ou autres, mais on pourrait être dans 10 ans, là où on est actuellement avec les argocarburants, ça veut dire on fait marche arrière complètement parce qu'on se rend compte à quel point c'est destructeur pour nos forêts et aussi un camion tous les 20 secondes à Gardanne. De toute façon, toute énergie, le problème, c'est la centralisation de l'énergie. Que ce soit du photovoltaïque, que ce soit de l'hydro, que ce soit du nucléaire, que ce soit n'importe quoi, le gros souci, c'est la centralisation. C'est-à-dire que les grands champs photovoltaïques qu'on a pu voir en région PACA, pour moi, c'est une catastrophe. Hein. Donc la biomasse, c'est la même chose. C'est les grandes structures, les méga structures de chauffage à la biomasse, pour moi, c'est une catastrophe. Donc c'est entre autres pour ça que nous, on s'est interdit de mettre des centrales photovoltaïques au sol. Quand il y a un producteur, il faut qu'il y ait un consommateur en dessous. Donc mettre des centrales photovoltaïques en Afrique du Nord avec des transits d'énergie sur des centaines, voire des milliers de kilomètres, mais c'est absurde. Et pour la biomasse, c'est pareil. Nous, on a entendu parler du projet E.ON c'était il y a 10 mois, 12 mois, quelque chose comme ça. Tout de suite, on a contacté la COFOR, donc l'association des communes forestières. On essaie de contacter tous les élus des Hautes-Alpes. On est en train de monter, nous, des projets à biomasse. La ville de Briançon, c'est 9 mégawatts sur le centre de la ville de Briançon. Si on n'a plus de ressources, on est mort, quoi. Le département des Hautes-Alpes, c'est l'endroit où se développe le plus
de réseaux de chaleur, il faut impérativement qu'on garde notre bois. Donc ça veut dire qu'il faut aussi que les collectivités, elles se mobilisent, qu'elles aient conscience du problème et puis qu'elles jouent le jeu, quoi. Parce que sinon, c'est la catastrophe. La meilleure solution, et c'était aussi un des objectifs de la SEMSEV, c'est d'empêcher des gros producteurs de venir sur le territoire. C'est-à-dire que si nous, on est installés, eh ben, je pense que ce sera plus difficile pour eux d'y venir. Alors il se trouve qu'on a trouvé un associé à travers le DSB qui eux aussi sont extrêmement vigilants sur Poweo, sur tous ceux qui pourraient venir sur le territoire. On veut couper l'herbe sous le pied à ces grosses entreprises sur le territoire. Peut-être qu'on n'arrivera pas à les empêcher, mais en tout cas, si on arrive à démultiplier le nombre de centrales sur le territoire, ça nous donne une certaine puissance et un certain contrôle sur le territoire. Je rappelle que nous sommes en train d'écouter le débat qui a suivi l'exposé de Pierre Leroy, maire de Puy-Saint-André dans les Hautes-Alpes, lors d'une conférence à Simienne-Collongue le 19 septembre. Un participant a demandé des précisions sur la ressourcerie, un projet intercommunal que Pierre Leroy avait mentionné. Donc comme je vous ai dit, moi je suis vice-président de la communauté de communes. Ça a commencé très très mal avec Veolia. Parce qu'en fait, ça faisait 15 jours que j'avais la délégation et quand j'ai épluché le contrat de Veolia, je suis tombé sur des facturations que je comprenais pas. Entre autres, ils nous facturaient la collecte de déchets des 2 supermarchés de Briançon qui n'étaient pas dans le contrat. Donc, bon, moi je suis pas un technicien, hein, j'y connais pas grand-chose. Donc j'ai appelé le technicien, j'ai dit je comprends pas, c'est quoi cette affaire? Il me dit ah bah oui, en effet, c'est une erreur. Je dis mais ça fait combien de temps que ça dure? Ah ben 7-8 ans. Donc pendant 7-8 ans, on a donné 100 000 euros à Veolia pour collecter les ordures ménagères des 2 supermarchés. C'est pas dans le contrat. Donc le lendemain, lettre commandée. Et 15 jours plus tard, c'était terminé. Ça commençait comme ça, les relations avec Veolia. Ensuite, j'ai pris un véhicule banalisé, puis j'ai suivi les camions. Parce que ce qui se dit souvent, c'est qu'on mélange les emballages, les ordures ménagères. Moi, je me suis dit, je vais aller voir, quoi. Paf! Je tombe sur, justement, un camion qui était en train de mélanger les emballages et les ordures ménagères. Lettre commandée, hop, ça a été, voilà. Après, comme j'avais vu que le contrat se terminait dans 2 ans, on a mandaté un bureau d'études, on a fait une étude juridique, on a calculé comment fonctionnait le contrat de Veolia, et puis le bureau d'études, il a dit clairement, c'est la régie. Sauf que, normalement, une régie, c'est 18 mois minimum. Et nous, on avait 12 mois. Donc là, j'ai vu avec le président de la Comcom, j'ai vu avec les vice-présidents, j'ai dit, écoutez, moi, je suis OK pour y aller, mais là, va falloir mettre le paquet. Ça veut dire que dans 15 jours, je veux une directrice de régie, parce que là, il va falloir, elle a bossé comme une folle, ça veut dire faire ce qui était possible peut-être en 18 mois, nous on avait 12 mois, donc commander les camions, en sachant que Veolia, entre-temps, paraît-il, aurait contacté Mercedes en leur disant de ne pas répondre à notre appel d'offres, enfin je vous passe tous les détails, ensuite embaucher 35 personnes, ensuite etc. Et puis donc bah ça y est, c'est parti, le 5 décembre, c'est en régie, Veolia ne s'occupera plus de la collecte. Et puis après, ben, on a travaillé, quand j'ai découvert, parce que moi je ne le savais pas en tant que citoyen, que les boues d'épuration de la station faisaient 180 km, passer le col du Lautaret, aller en Isère, faisait 180 km pour être composté au-delà de Grenoble. Les déchets verts, alors quand je dis ça aux habitants en réunion publique, je dis, vous savez que quand vous tondez votre gazon, la tonte de gazon, elle va à Manosque. 250 km pour être compostée. La tonte de votre gazon. Il y a des moments, on se dit, mais on est tarés, hein. Donc ça veut dire que ben, tout ça, allez, il a fallu mouliner. Donc là, on termine une étude biogaz méthanisation pour récupérer les boues d'épuration, les biodéchets de tous les gros producteurs d'alimentation, et puis les déchets verts pour méthaniser, produire de l'électricité,
parallèlement, je me suis dit, ouais, l'électricité, on n'a pas de gaz de gaz de ville, nous. Donc on pouvait difficilement le renvoyer sur un réseau. Mais je me suis dit, bon, on va produire l'électricité, mais il y a de la chaleur quand même. C'est un peu con de perdre cette chaleur. Du coup, j'ai lancé une étude à côté pour faire une plateforme bois pour le réseau de chaleur de Briançon. Donc la chaleur, on va la récupérer pour sécher le bois le bois pour après l'envoyer sur le réseau. Donc tout ça, c'est les projets, ils s'accumulent, et donc la ressourcerie, ça faisait partie aussi des choses qui nous dérangeaient, parce que tous ces objets qui étaient balancés avec des volumes de déchets qui étaient considérables, on avait 12 000 tonnes d'ordures ménagères, on est passé à 10 500 tonnes en 1 an et demi. Donc on a récupéré, alors je parle encore de fric, madame, mais 550 000 euros en 1 an et demi. Ça veut dire que l'année dernière, la TVA, elle a augmenté de 2%. On aurait dû augmenter la taxe d'enlèvement des ordures ménagères de 2%. Et oui, mais on a économisé 1500 tonnes. Donc du coup, on n'a pas augmenté la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. C'est important aussi pour le contribuable, pour des gens qui sont en situation précaire, et ça veut dire qu'il faut travailler. Donc, on a travaillé sur cette ressourcerie. Donc, la ressourcerie, elle fonctionne. C'est 12 personnes en insertion. Donc, aussi, il y a cet aspect-là. Des gens qui étaient en chômage longue durée, qui se retrouvent aujourd'hui, et je peux vous dire que moi, je vais les voir, les gars, et les filles, parce qu'il y a des hommes et des femmes, je peux vous dire que ça leur change la vie, hein. Il y a des gens qui ont retrouvé un équilibre, il y a des alcooliques qui ont fait leur cure et qui là aujourd'hui arrivent à travailler, à se lever le matin pour pouvoir faire quelque chose qui leur plaît. L'année dernière, la ressourcerie a vendu pour 120 000 euros, encore de l'argent, pour 120 000 euros d'objets. Donc à la fois, ça répond à la demande de gens qui veulent s'équiper à pas cher, à la fois ça répond au fait qu'on fait de l'insertion, et en plus, on a moins de déchets. Donc c'était l'objectif de la ressourcerie qui aujourd'hui est atteint, même si l'équilibre est toujours un peu compliqué, mais on travaille dessus. Quel est le prix de revient du kilowattheure nucléaire et le prix de revient du kilowattheure énergie solaire? Voilà. Question économique. J'aimerais bien le savoir. Alors il y a des études qui ont été faites. Maintenant, j'aimerais qu'on compte tout dans tout. Parce qu'aujourd'hui, il y a une grande partie du coût du nucléaire qui n'est pas payée dans notre facture d'électricité. Donc la gestion des déchets, le démantèlement des centrales, etc. Et c'est le gros problème en France. Moi, j'espérais justement que le débat énergétique qui a eu lieu permette d'avoir le coût précis du kilowattheure nucléaire, du kilowattheure éolien, du kilowattheure photovoltaïque, du kilowattheure hydroélectrique, qu'on fasse un peu le ménage et que le citoyen puisse réellement avoir des comparatifs clairs, précis et honnêtes. Et ça, c'est pas très simple. Alors, il y a Négawatt qui a bossé dessus. Donc, si vous allez sur le site de Négawatt, vous aurez quand même un certain nombre d'informations. Je vous conseille d'aller voir parce que sur Négawatt, ils font un boulot considérable. Donc, là, il y a des éléments. Là, ce soir, j'ai pas la réponse précise. Il y a déjà eu quand même des études qui ont été faites. Après, elles sont plus ou moins valides. Et ça, celles en tout cas qui sont faites par EDF, c'est clair que pour moi, j'y adhère pas parce que justement, elle ne comptabilise pas le coût du nucléaire dans son ensemble. Quant à l'empreinte écologique, alors là, carrément, le nucléaire, il est même pas considéré parce que de toute façon, sur l'empreinte écologique, comme c'est des centaines de milliers d'années, on l'a mis en dehors. L'empreinte écologique ne calcule pas justement le problème du nucléaire. Donc c'est quand même pas anodin, hein. Et c'est bien le plus gros problème qui nous touche. C'était Énergie alpine, une émission de Radio Zinzine. C'était donc un exposé de Pierre Leroy, maire de la petite commune de Puy-Saint-André dans le Briançonnais, donné lors d'une conférence sur la transition énergétique organisée à Simiane-Colombe, près des Gardannes, le 19 septembre 2013.